Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour partager avec nous ce nouveau CNES Talks consacré ce soir au vol habité. Il y a quelques semaines, cela ne vous a pas échappé, un astronaute français a rejoint la Station spatiale internationale à 400 km au-dessus de nos têtes. Et vous êtes nombreux à avoir suivi le décollage de la mission Proxima et les premiers jours de Thomas Pesquet en orbite sur les réseaux sociaux. Et un astronaute français dans l'espace, ce n'était pas arrivé depuis 2008. Alors autant vous dire que l'occasion de papoter un peu avec vous sur ce sujet était trop belle. Alors, quelle sélection drastique Thomas Pesquet a-t-il effectuée pour en arriver là? Quelle sélection drastique ont subi les expériences qui volent avec lui et que la communauté scientifique française ont mis au point? Quelle perspective aussi pour l'astronaute dans l'hypothèse de vol vers la Lune ou vers Mars ou peut-être encore plus loin? C'est ce dont nous allons parler dans un instant avec François Spiro, responsable des vols habités au CNES. Bonsoir François. Bonsoir Séverine, bonsoir tout le monde. Alors, pour démarrer cette rencontre, je vais demander à chacun des participants de bien vouloir se présenter. On va commencer par Audrey. Bonsoir Audrey. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Audrey Bercan et je suis ingénieure système pour les futures missions d'observation de la Terre à l'ESA, à l'Agence spatiale européenne. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est en tant que représentante du Space Generation Advisory Council, le SGSI, qui est un réseau de jeunes professionnels et d'étudiants qui sont passionnés par l'espace. Bienvenue. Merci beaucoup. À côté de vous, Étienne. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Oui, moi je m'appelle Étienne Ledolé, je suis journaliste chic et réalisateur de la chaîne YouTube d'astrophysique Le Sense of Wonder. Enchanté. Lucie. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Lucie Poulet, je suis doctorante en génie des procédés à l'Institut Pascal, financé par le CNES. Pour faire court, j'essaie de faire pousser des légumes dans l'espace. Mais ce soir, je suis là aussi comme représentante du Space Generation Advisory Council, qui, comme Audrey l'a dit, est une association d'étudiants et jeunes professionnels du spatial. Merci. C'est un plaisir de te revoir, Lucie. Pareillement. Ensuite, nous avons Pierre. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. Je m'appelle Pierre Henriquet et je suis chargé de mission au planétarium de Vaux-en-Velin, qui est le planétarium de la région lyonnaise. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et avec nous, nous avons aussi Mathilde et Guillaume, donc nos deux community managers pour ce soir, qui vont vous faire partager cette heure en temps réel sur Twitter et qui vont surtout recueillir vos questions sur le hashtag CNESTalks. Voilà, bonsoir Guillaume, bonsoir Mathilde. Bonsoir. Alors, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter, également sur le chat YouTube. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo en direct et en différé. Vous pouvez l'intégrer sur votre site, blog, réseaux sociaux en utilisant les boutons de partage qui vous sont proposés. Voilà, alors je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On a une très très grande liste de questions pour Françoise ce soir. Je vous propose qu'on commence à parler un petit peu de la sélection d'astronautes et en particulier la sélection qu'a subi Thomas Pesquet. Peut-être que Audrey voudrait ouvrir le bal. Oui, très bien. Donc, juste pour jeter un peu les bases, donc la dernière sélection des astronautes de l'Agence spatiale européenne a eu lieu en 2009. C'est là que Thomas Pesquet a été sélectionné. Donc, on voulait savoir quelle était la fréquence des sélections en Europe et si, en fait, il y avait des sélections, comment la sélection des astronautes s'organisait. Est-ce que c'est par agence, donc la NASA a sa propre sélection, la JAXA et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs questions en fait, Audrey, dans votre question. Donc, je vais répondre rapidement à chacune. Effectivement, la dernière sélection en Europe a eu lieu en 2008-2009 avec la sélection de 6 astronautes en 2009. Il faut dire qu'en Europe, jusqu'en l'an 2000, vous aviez essentiellement des sélections au niveau national. Vous aviez quelques sélections au niveau ESA, mais l'essentiel était au niveau national. Et en l'an 2000, il y a eu une grosse décision prise au niveau ministériel qui était d'unifier
les corps d'astronautes nationaux, le français, l'allemand, l'italien, etc., en un et un seul corps européen. Et donc, depuis l'an 2000, on n'a plus qu'un seul corps en Europe, qui est le corps européen des astronautes. La dernière sélection a permis, comme je l'ai dit, de recruter 6 astronautes qui sont relativement jeunes. La moyenne d'âge est autour de 40 ans, 41 ans, quelque chose comme ça. Donc, ils vont probablement voler plusieurs fois. La prochaine sélection n'est pas décidée pour l'instant. Traditionnellement, on attend entre 10 et 15 ans entre une sélection et la suivante. Donc là, on en a eu dans 2008-2009. Je ne pense pas qu'on en ait avant le début des années 2020. Et c'est un bon timing puisque ça permettrait peut-être, pour ne pas dire probablement, de recruter des astronautes pour un panel plus large de destinations que uniquement l'ISS. Je pense que c'est un sujet dont on parlera plus tard. Pour répondre à l'autre partie de la question, l'Europe, la France dans l'Europe, l'Europe donc en général, fait ses recrutements de manière autonome, mais de manière coordonnée également avec ce qui se passe dans d'autres agences, à la NASA, à la JAXA chez les Japonais, chez les Russes, etc. Et depuis peu, avec les Chinois. Il y a un accord qui a été signé en 2015 entre l'ESA et la Chine qui stipule beaucoup de choses, et en particulier, pas un recrutement croisé, ça c'est l'étape d'après, mais certainement un entraînement croisé entre les astronautes européens qui vont un petit peu s'entraîner en Chine et les candidats astronautes chinois qui vont un petit peu s'entraîner en Europe. Voilà. Donc, pour faire simple dans cette réponse, chaque puissance spatiale recrute de manière autonome, mais il y a de plus en plus d'activités croisées au niveau de l'entraînement des astronautes. Lucie ? D'accord, merci. Moi, je me demandais si vous pouviez nous en dire plus sur les grandes étapes de la sélection. Donc, on entend souvent qu'il y a des tests médicaux, tests psychologiques et même parfois des épreuves de sport. Donc, si vous pouviez nous remettre ça en contexte. Alors, très bonne question. Je vais essayer de partir de la sélection de Thomas pour expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Et c'est un assez bon exemple de comment ça se passe traditionnellement en Europe, mais aussi dans le monde. Il y a des petites variantes d'une puissance spatiale à une autre, mais c'est marginal. Alors, en 2008, il y a eu un appel général à candidature en Europe. On a fait des conférences de presse, c'est paru dans les journaux, c'est paru sur Internet. Je ne sais pas s'il y avait Twitter à l'époque, peut-être pas. Enfin bon, la quasi-totalité des médias ont été activés par l'ESA et par les relais nationaux, en France, le CNES en particulier, en disant, voilà, on fait un appel général à candidature, présentez-vous. Il y a eu 8400 candidats en mi-2008. Alors, être candidat, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire passer l'étape 1 qui consistait à remplir sur Internet un questionnaire très fouillé, une trentaine de pages. Ce n'est pas uniquement nom, prénom, adresse et âge, c'était un peu plus que ça, avec tous les antécédents, bien sûr, médicaux, professionnels, académiques, sportifs, etc., etc. Je répète, sur une trentaine de pages. Donc, on a reçu ces 8400 questionnaires. Et ensuite, on a fait ce que j'appelle la stratégie de l'entonnoir. On est parti de 8400 pour arriver aux 6 derniers, dont Thomas. Et comment on a fait? Eh bien, on a réduit, je répète, par la stratégie de l'entonnoir, à chaque étape, on a réduit le nombre. Des 8400, on est passé à 1000 en analysant finement les questionnaires. On a éliminé ceux qui sont trop jeunes, ceux qui sont trop vieux, ceux qui ne parlent pas anglais, ceux qui n'avaient pas les bons diplômes, ceux qui n'étaient pas européens, il y en a eu quelques-uns, etc., etc. Voilà, on a fait ce premier tri. Restait 1000. Ensuite, alors je vais pas rentrer dans le détail de chaque étape, mais je vais donner les grands blocs. Il y a eu toute une série de tests médicaux, certains très généraux, d'autres plus approfondis, qui ont permis de virer, entre guillemets, plusieurs centaines de candidats. Il y a eu toute une série de tests sportifs, voir l'endurance des candidats.
Peut-être qu'il y aura une question sur des tests d'endurance spécifiques, on verra ça plus tard. Donc là aussi, ça a permis de virer plusieurs centaines de candidats. Il y a eu, et ça c'est une spécificité européenne, et je pense que nos partenaires dans le monde vont aller dans le même sens à l'avenir, il y a eu beaucoup de tests psychologiques. On s'est rendu compte au fil des ans, au fil des décennies de recrutement d'astronautes en France, en Europe et ailleurs, que certes on recrutait des super-hommes ou des super-femmes, si je peux les appeler ainsi, qui avaient un cerveau bien fait, qui avaient 36 diplômes, qui savaient parler 50 langues, qui avaient des biceps d'acier, je caricature à peine, mais qui résistaient peu ou mal au stress, qui n'étaient pas à l'aise dans le cadre d'un équipage, avec d'autres personnes avec qui il faut partager la vie au quotidien, avec qui il faut décider des 1000 questions qui se posent chaque jour. Donc on s'est rendu compte que ça ne sert à rien d'avoir des astronautes avec 36 diplômes, qui parlent plein de langues, qui sont super sportifs, qui n'ont pas de problème médical, mais qui, une fois là-haut, commencent à s'engueuler avec leurs coéquipiers, ou qui, lorsqu'ils sont très énervés ou très stressés, appuient sur le bouton rouge au lieu d'appuyer sur le bouton vert. Je vous la fais simple, c'est évidemment plus compliqué que ça. Et donc, on a développé, quand je dis on, c'est en Europe, mais en particulier en France, où on a une filiale du CNES qui s'appelle le MEDES, qui est très active dans tout ce qui est recrutement et entraînement des astronautes. Avec nos amis du MEDES, on a développé des tests psychologiques très pointus qui ont permis, là aussi, d'éliminer toute une série de candidats. Et au final, à la fin, il ne restait plus que quelques dizaines de candidats, alors tous parfaits, en tout point de vue médical, sportif, académique, psychologique. Il a bien fallu les départager. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a regardé, ce n'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais on a regardé le drapeau. Et entre un Français qui représente la France et qui est donc première puissance spatiale en Europe, ou quelqu'un du Liechtenstein ou de la Grèce ou de la Norvège, bon, sans vouloir faire injure à ces pays, le choix a été relativement vite fait. Voilà. Et donc, c'est au final qu'on a recruté les 6 personnes. Et donc, c'est ce processus d'entonnoir qu'on a fait en Europe, qui est fait à peu près de manière équivalente dans d'autres puissances spatiales. Guillaume, Mathilde, une question de Twitter. Alors, on a une question de Florian Marmuse qui demande quelle est la durée minimale d'entraînement d'un astronaute et quel est le record, quelle a été la durée la plus courte entre le début de l'entraînement et le vol. Ok, alors la durée moyenne entre le recrutement d'un astronaute et sa première mission est d'environ 4 ans. Et ces 4 ans se divisent en 3 parties. La première partie dure à peu près 1 an et demi, et elle est une sorte de tronc commun, comme on en trouve au lycée ou dans certaines facs en début d'études, un tronc commun où on apprend toutes les disciplines du spatial. Qu'est-ce que c'est que l'espace? Qu'est-ce que c'est que la pesanteur? Qu'est-ce que c'est que l'ISS, etc. Une sorte d'état général des connaissances. Ensuite, vous avez une deuxième partie de l'entraînement qui est plus spécifique en fonction des qualifications de la personne retenue. Par exemple, Thomas Pesquet est un background d'ingénieur et de pilote, donc on l'a formé plus spécifiquement sur l'ingénierie et le pilotage liés à l'ISS. D'autres sont des scientifiques dans le domaine médical, par exemple, donc on va les former davantage dans la médecine. D'autres sont des physiciens des fluides, donc on va les former plus dans ce registre, etc., etc. Donc ça dure typiquement 1 an. Et puis la dernière année ou la dernière année et demie, ça dépend des cas, eh ben, on entraîne l'astronaute sur sa mission. Chaque mission est spécifique. Vous avez plusieurs dizaines d'expériences scientifiques par mission à réaliser, qui sont toutes différentes d'une mission à une autre. On entraîne spécifiquement l'astronaute sur cette mission et on l'entraîne bien sûr sur l'état de la station au moment où sa mission aura lieu. Voilà. Donc, en résumé, 4 ans, une durée moyenne de mission. Alors,
je ne suis pas capable de vous dire quelle a été la durée la plus courte. Je crois que c'est 2 ans et demi ou 3 ans, mais je ne suis pas 100% sûr. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Thomas a eu une des durées les plus longues, puisqu'il a été recruté mi-2009 et il est parti, comme on l'a dit, en novembre 2016. Donc, vous voyez, une très longue période d'entraînement. Il lui a été d'ailleurs très bénéfique. Alors, ça tombe bien, c'est une bonne transition avec la question suivante d'Audrey. Ah, Audrey, on n'a pas votre micro. Autant pour moi. Donc, justement, après avoir choisi donc, les 6 astronautes européens, je me demandais comment vous aviez choisi l'ordre dans lequel chacun est parti, en fait. Pour la mission, pourquoi vous avez choisi Samantha, puis Tim, puis après, à la fin, Thomas, est-ce que ça dépend de leur formation, de leur background et des missions dont vous avez besoin de réaliser? Oui, c'est une question, merci Audrey, c'est une question très difficile. Parce que, voilà, il y a eu beaucoup de critères en jeu. Moi-même, j'étais à la manœuvre pour essayer de faire que Thomas passe pas trop tard. Mais il y a eu plein de critères, comme je l'ai dit. Alors, il y a eu un critère politique d'abord. Pour reprendre le cas de la sélection en Europe en 2009, les Allemands sont les premiers contributeurs au programme Vols habités en Europe. Donc, logiquement, ils ont eu droit au premier astronaute de la nouvelle fournée. Donc ça, il n'y avait pas photo, si vous voulez, au niveau du choix d'un Allemand. Ensuite, la question s'est posée entre les 5 autres. Et ensuite, ça dépend un petit peu des financements de chaque pays, ça dépend de l'âge des candidats. Thomas, comme vous le savez probablement, est le benjamin de l'équipe. Donc, pour lui, c'était normal qu'il aille plutôt vers la fin que vers le début de ceux qui ont été recrutés. Et je me souviens qu'il y a eu tout un débat difficile, un peu tendu, entre nous et nos chers amis anglais, qui passait en premier, Thomas ou Tim Peake, l'astronaute anglais. Et ça s'est joué de très peu, que ce soit Tim finalement qui passe avant Thomas, pour de sombres histoires politiques dont je préfère pas m'étendre ici ce soir. Mais voilà, ce n'est pas toujours des considérations strictement objectives. Il y a souvent beaucoup de politique qui joue dans ces affaires. Étienne? Oui, j'avais une question sur la formation des astronautes, en fait, enfin sur la sélection plutôt. Ils sont sélectionnés pour leur aptitude à travailler, comme vous disiez, en équipe, mais aussi coupés du reste du monde. Mais en général, qu'est-ce qui est le plus difficile pour eux pendant l'entraînement et les missions? C'est la cohabitation avec des étrangers ou au contraire l'isolement avec le reste du monde? Alors, c'est clairement pas la cohabitation avec les autres, et en particulier avec d'autres cultures et d'autres pays, puisque ça fait partie, comme je l'ai expliqué, de leur processus de recrutement. De savoir parler des langues, donc de pouvoir bien communiquer avec les autres, et de savoir travailler en équipe, dans toutes circonstances. Donc ça, ce n'est pas un souci. Alors, le souci, c'est l'autre point que vous avez mentionné, c'est-à-dire le confinement, l'isolement. Le fait d'être 6 mois absents de leur famille, de leurs amis, du plancher des vaches. J'ai eu la chance d'être à Baïkonour au moment du lancement de Thomas, il y a quelques semaines, et surtout dans les jours qui ont précédé le lancement. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de parler avec Thomas, et j'ai vu la famille de Thomas, les amis proches de Thomas, et clairement, on voyait bien comment Thomas réagissait. Et il le disait, il le laissait apparaître clairement, que ce qui serait le plus dur pour lui, ce serait d'être coupé de sa famille, de ses amis, de toutes les petites activités auxquelles vous et moi, on n'y pense pas quand on est comme ça sur Terre, mais que lui n'aura pas, comme faire un petit jogging un dimanche matin, comme aller acheter sa baguette de pain, vous voyez, ce genre de petits trucs, de petits détails de la vie quotidienne qui vont lui manquer pendant 6 mois. Donc c'est ça qui est le plus dur pour un astronaute. Lucie avait une question, ou Lucie ou Audrey, sur la gestion du stress. Oui. Alors, le stress, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, fait partie des critères de recrutement et fait partie des choses que les astronautes apprennent pendant leurs années d'entraînement. Gérer le stress, gérer les impondérables. J'imagine que certains d'entre vous ont vu le film Gravity.
qui est d'ailleurs passé à la télé il n'y a pas longtemps. Et dans Gravity, il se passe plein de choses, comme vous l'avez vu, et vous voyez que les astronautes restent très zen. Ce n'est pas que de la fiction, ils sont vraiment entraînés pour ça. Ils sont entraînés, par exemple, s'il y a un feu à bord, ils sont entraînés s'il y a une grosse météorite ou un gros débris qui vient frapper la station, ils sont entraînés dans le cas où il y a une dépressurisation à bord. Voilà, et ils savent réagir. Alors, ceci étant, on ne peut pas prévoir tous les cas pires, si vous voulez. Donc, ils sont aussi entraînés à rester zen et à faire face à toutes sortes de situations. Ceci étant, si je puis me permettre, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Dieu merci, pour l'instant, il n'y a jamais eu de catastrophe, mais on n'est jamais à l'abri. Audrey? Oui, en fait, moi, j'avais une question. Je voulais savoir quelle était l'épreuve la plus redoutée ou la plus difficile par les astronautes. À bord, vous voulez dire? Non, sur Terre, quelle est l'épreuve d'entraînement? Alors, il y en a une qui est à la fois fun et assez redoutée, qui s'appelle CAVES, C-A-V-E-S. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est une série de caves en Sardaigne, une jolie île italienne en Méditerranée, où on met les astronautes, je caricature un petit peu, où on met les candidats astronautes, c'est pendant leur recrutement, mais aussi ensuite pendant leur entraînement, où on met les astronautes au fin fond de plusieurs caves qui sont moitié immergées dans la mer, moitié sur du sol fixe, du sol ferme. On leur donne, je caricature un peu, c'est plus compliqué que ça, on leur donne une boussole, on leur donne une lampe de poche, on leur donne de quoi grignoter, et on leur dit démerdez-vous pour sortir vivant de là. Voilà. C'est rigolo, c'est fun, mais en même temps, c'est assez stressant parce que voilà, si jamais ils ne sortent pas ou ils ont des difficultés, ben, il peut y avoir des conséquences. Soit ils ne sont pas sélectionnés dans le cadre de la sélection, soit s'ils sont déjà sélectionnés, ça peut influer sur le timing de leur prochain vol, leur sélection pour leur prochain vol, etc. Donc ça, c'est clairement une épreuve qu'ils redoutent. Alors ensuite, ça dépend un petit peu de chaque astronaute. Apprendre le russe est un challenge pour beaucoup. Voilà, ça a été un challenge pour Thomas, il a bien réussi, mais ça a été un challenge. Voilà, ce sont, je dirais, les deux points principaux. Et ils font aussi des stages de survie, non, en Sibérie? Oui, pardon, effectivement, vous faites bien de le mentionner. Alors, il y a des stages par, je ne sais plus combien, moins 20, moins 25, au fin fond de la Sibérie. Donc ça, ce n'est pas une partie de plaisir non plus. Mais en général, ça ne les stresse pas trop parce qu'ils savent qu'ils sont bien entourés. S'il y a le moins de soucis, voilà, il y a des gens pas loin qui vont s'occuper d'eux. Mais c'est vrai que ce n'est pas une partie de plaisir. Lucie? Oui. Donc, on avait une question sur l'entraînement des astronautes par rapport aux exercices de communication avec le public, à savoir si c'est inclus dans leur entraînement ou si vous sélectionnez des gens qui, naturellement, sont très bons. Ah, très bonne question. Thomas a été sélectionné en partie pour ses talents de communicant. Ça faisait partie, vous vous rappelez, je vous ai expliqué l'histoire de l'entonnoir, je vous ai dit à la fin, les quelques dizaines qui restent sont tous parfaits. Donc il fallait bien distinguer Monsieur Dupont de Madame Durand. Et les talents de communicant ont joué dans cette dernière phase, parce que, ce qu'on dit toujours, un astronaute, c'est un ambassadeur du spatial. Ce n'est pas simplement un être, un super-homme ou une super-femme, comme je le disais tout à l'heure, qui va faire des tas d'expériences scientifiques à bord. C'est aussi quelqu'un qui va porter l'intérêt du spatial auprès du grand public. Et donc, il faut avoir des talents de communicant. Donc, oui, ça fait partie de la sélection. Et oui, une fois qu'ils sont sélectionnés, on les entraîne à savoir parler en public, à savoir parler aussi aux VIP, à des ministres, à des présidents. Je rappelle que Thomas est allé à l'Élysée il y a quelques mois, qu'il a vu régulièrement le ministre de la Recherche en France. Voilà, donc il faut aussi savoir parler, savoir communiquer, savoir diffuser la bonne parole de l'intérêt des vols habités en particulier et l'intérêt de l'espace en général. Pierre? Oui, vous aviez dit tout à l'heure que les astronautes avaient certains entraînements physiques redoutés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, alors il y en a. Alors on a parlé de la Sibérie tout à l'heure. Il y en a un autre qui est très fort, qui est la fameuse centrifugeuse à Moscou. Vous avez peut-être vu des photos ou des vidéos. Ça tourne, alors je ne sais plus, je crois que ça monte à 7 ou 8 G de mémoire. Donc là, c'est très hard. Il faut être sacrément robuste pour y résister. Bien sûr, on ne les laisse pas mourir. Il y a un fameux James Bond où on voit James Bond qui tourne dans une centrifugeuse et qui a failli mourir. Dieu merci, on ne les laisse pas dans cet état-là, mais c'est très, très éprouvant physiquement. Voilà, ça c'est clairement un souci. Il y a la fameuse piscine à Cologne, au Centre européen des astronautes, où les candidats astronautes s'entraînent régulièrement, qui n'est pas un énorme challenge physique, mais qui est quand même assez prenant physiquement. Voilà, et puis ensuite, on leur fait faire des vols paraboliques. Ça, c'est pas très dur, mais voilà, pour qu'ils s'acclimatent, si vous voulez, à la pesanteur. Voilà, je dirais que c'est ça les challenges physiques les plus importants. Lucie. Alors, je viens d'avoir une question sur la place de l'alimentation pour les astronautes et comment ils se projettent dans leurs assiettes sur les futurs voyages de long séjour. Bonne question. Alors, je me rappelle, Lucie, que vous travaillez sur ce genre de sujet. On en reparlera offline un jour. Il faut distinguer 3 parties dans votre question. Il y a le quotidien d'un astronaute à bord de l'ISS. Je vais commencer par là. Ensuite, il y a des occasions spéciales et puis on peut faire un petit mot aussi sur les perspectives plus lointaines, voyage vers la Lune, voyage vers Mars. Alors, le quotidien de l'ISS, c'est tout simple. C'est pas très glamour. C'est essentiellement des boîtes de conserve ou des boîtes d'aliments lyophilisés qui sont chauffées dans un micro-ondes qui est sur place, ou auquel on ajoute de l'eau pour qu'il y ait un petit peu de saveur. Voilà. Et puis, ils mangent ça de manière assez régulière. Évidemment, au fil des ans, on a essayé d'accroître la saveur et la teneur en protéines, en vitamines de ces différents plats. Enfin, ça vaudra jamais un bon steak frites sur terre ou un plus bon poisson, etc. Donc ça, c'est, je dirais, le quotidien. Ensuite, vous avez des événements spéciaux à bord. Vous avez le Nouvel An, vous avez le renouvellement d'équipage, vous avez les anniversaires des uns et des autres. Et pour ces occasions spéciales, le CNES a développé des plats particuliers avec 2 grands chefs que je pense que vous connaissez, Alain Ducasse d'une part, Thierry Marx d'autre part, et on envoie donc ces plats spéciaux dans la station qui vont faire l'objet d'un mini banquet, je répète, pour un anniversaire, pour le Nouvel An, etc. Voilà, donc voilà comment ça se passe dans l'ISS. Et puis, sur le moyen long terme, pour les voyages de longue durée vers la Lune et vers Mars, c'est un gros challenge. On y réfléchit, c'est une vraie question. Il n'y a pas une réponse à la question, parce que, disons qu'il y a déjà une non-réponse, qui est qu'on ne sera pas en mesure d'envoyer la totalité de l'alimentation pour, disons, un voyage de 3 ans aller-retour vers Mars. Parce que c'est des tonnes et des tonnes, et ce ne sera pas possible. Donc, il va falloir faire du recyclage, il va falloir trouver des solutions innovantes. On y travaille, côté CNES, côté ESA, d'autres agences aussi. On a des pistes, voilà. Mais on n'est pas encore au bout de nos peines. On va parler d'un autre type de sélection maintenant, c'est plutôt des expériences qui sont embarquées par les astronautes et notamment par Thomas. Et c'est Pierre qui va commencer sur ce sujet. Merci. Justement, je voulais savoir, de la même manière, comment sont sélectionnées les expériences qui vont être menées sur l'ISS? Très bonne question. Alors, il y a différents types d'expériences à bord. Pour faire simple, je dirais qu'il y a deux grandes catégories. Il y a les expériences scientifiques d'une part et les expériences technologiques d'autre part. Je vais commencer par la dernière catégorie qui est la réponse est la plus simple. Les expériences techno, c'est quoi? C'est par exemple
tester un bras articulé. Voilà, je prends mon bras, je fais comme ça. On teste un bras articulé là-haut, on regarde comment ça se passe en microgravité. Les Américains et les Japonais ont lancé des petits robots, vous avez peut-être vu des photos, des petits films là-dessus, d'expériences technologiques. Donc ça, c'est facile. Les agences regardent dans leur pool d'activités en R&D qu'elles ont, qu'est-ce qui aurait un intérêt à faire voler, qu'est-ce qui aurait un intérêt à voler en microgravité, font leur petit choix, font leur petite cuisine interne et disent, ben voilà, je retiens l'expérience d'un bras articulé, je retiens l'expérience d'un robot qui va changer toutes les 2 semaines le filtre à air, etc., etc. Et là, je dirais que c'est un travail interne aux agences spatiales, sur la base des travaux de R&D qui sont faits au sein des agences. Plus compliqué est la sélection de l'autre catégorie des expériences scientifiques. Donc, comment ça se passe? En général, on procède par étapes qui sont à peu près toujours les mêmes, quels que soient les pays, quelles que soient les agences spatiales. L'étape 1, c'est un appel à proposition à la communauté scientifique en disant, ben voilà, nous envisageons d'avoir des expériences dans le domaine, je dis n'importe quoi, dans le domaine médical, par exemple, pour les 2-3 prochaines missions d'astronautes. Chers amis de la communauté scientifique médicale, envoyez-nous des propositions d'expérience. Donc, on fait cet appel à proposition. Quelque temps plus tard, on reçoit 10, 20, 30 propositions d'expérience. Ensuite, une fois qu'on les a reçues, on les passe par le filtre de ce qu'on appelle la revue par les pairs. Donc, les agences spatiales organisent des comités de revue par des pairs scientifiques. Donc, si c'est un appel à proposition médicale, ben, on va recruter des médecins, des chercheurs médecins qui vont évaluer la pertinence scientifique des propositions et vont dire celle-là oui, celle-là non, celle-là peut-être sous telle et telle condition. Voilà. Donc ça, c'est l'étape d'après. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné une fraction des propositions envoyées, ça ne suffit pas. Il faut voir si technologiquement, si opérationnellement, dans la station, ça tient la route. Je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui propose une manip extraordinaire d'un point de vue médical, qui est de faire une intervention sur le cœur, à cœur ouvert dans la station, génial au point de vue intérêt scientifique, en microgravité, mais évidemment totalement infaisable à bord de la station, et en plus avec des tas de risques pour l'astronaute. Donc là, techniquement, opérationnellement, on va dire non, impossible. Et donc, il y a encore une partie de ces propositions qui tombent à la trappe, qui passent à la trappe, et au final, on n'en retient que 2, 3, 4, 5 qui vont effectivement voler. Et c'est comme ça que ça se passe, et donc le processus est assez long, il dure typiquement 2-3 ans. Et je termine la réponse en disant que de plus en plus, on ne fait pas de sélection au niveau d'une agence ou d'un pays, mais on fait de plus en plus de sélection au niveau international. Et par exemple, plus de la moitié des expériences de Proxima, de la mission de Thomas, seront des expériences internationales. Merci. On a une question qui vient de Twitter. Alors, Adèle demande sur Twitter si les expériences sont réparties en fonction des compétences des astronautes. La réponse est partiellement oui. En général, non. Mais voilà, selon les préférences et les compétences des astronautes, on peut dire telle expérience sera faite par toi, telle autre expérience sera faite par un autre astronaute. Je rappelle qu'à bord de l'ISS, vous avez en permanence 6 astronautes qui sont de profils variables. Thomas, par exemple, c'est un ingénieur et un pilote, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous en avez d'autres qui ont un profil de médecin, vous en avez d'autres qui ont un profil de chercheur. Et donc, il y a une sorte de tronc commun, un peu comme le recrutement, ce que je disais, comme l'entraînement, ce que je disais tout à l'heure. Il y a une sorte de tronc commun, tous les astronautes doivent faire un minimum d'expérience, mais ensuite, selon les affinités, selon les compétences des uns et des autres, on peut dire, bah, telle expérience médicale, toi qui n'as aucun background dans la médecine, tu ne la feras pas. Par contre, ton petit camarade américain ou russe, qui lui a de la connaissance et de la compétence, lui la fera.
Donc, ça dépend un petit peu. Il y a une marge de manœuvre. Audrey? Oui, justement, en fait, je me demandais, vu que Thomas Pesquet est parti pour 6 mois, combien d'expériences il va devoir faire au total et combien en moyenne, je ne sais pas, par semaine ou par jour, doit-il en faire? Enfin, en bref, est-ce que Thomas Pesquet fait la semaine des 35 heures ou Alors, il y a deux questions. La question sur le nombre d'expériences. Thomas a un programme d'une centaine d'expériences. Cette centaine d'expériences, c'est grosso modo une moitié d'expérience européenne, et quand je dis européenne, c'est ESA plus CNES, et l'autre moitié des partenaires internationaux, États-Unis, Russie, Canada, Japon. Voilà. Donc, et c'est très difficile de dire combien d'expériences par semaine, parce que certaines expériences durent 10 minutes, une fois pour toutes, pendant les 6 mois, et d'autres expériences durent 2 heures tous les 3 jours. Je caricature dans les deux sens. Donc, vous voyez que c'est très difficile de donner un chiffre approximatif et encore plus exact d'expériences par semaine. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au total, pour les 6 mois, vous avez une centaine d'expériences qui seront réalisées. Alors maintenant, en ce qui concerne le volume horaire de travail, effectivement, la semaine de travail, entre guillemets, est de 35 heures. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il se réveille aux aurores vers 6h, 6h30. Ensuite, il y a plein d'activités. Est-ce qu'on appelle ça du travail? Est-ce que ce n'est pas du travail? De mise en état de la station, etc. Le soir, quand il a terminé les expériences, il fait des réseaux sociaux pour vous parler, pour nous parler. Donc, est-ce que c'est du travail? Est-ce que ce n'est pas du travail? Le week-end, formellement, c'est son temps libre. Dans la réalité, la plupart des astronautes continuent à faire quelques expériences. Donc, c'est une notion très, très arbitraire, la notion d'heure de travail. Mais formellement, oui, ils sont, alors je ne sais plus si c'est 35 ou 40 heures, mais voilà, ils ont un volume d'horaire délimité. Lucie? Pardon, ma connexion était un peu lente. On a eu une question sur le système MARES et savoir à quoi il correspondait et qu'est-ce qu'il va mesurer. Alors, MARES, vous avez peut-être déjà vu des photos ou des films. Il y a quelques jours, Thomas a déployé Oui. gros équipement MARES. Alors, MARES, c'est quoi? C'est une sorte de chaise articulée où l'astronaute s'assoit et il va faire des exercices dessus. Et ça va mesurer toute une série de paramètres au niveau essentiellement des muscles. Un petit peu les os aussi, mais surtout les muscles. Là, en particulier, l'atrophie des muscles, c'est-à-dire comment les muscles fondent au fur et à mesure que la mission se déroule. Alors, l'avantage et en même temps l'inconvénient de MARES, c'est que c'est un énorme équipement qui prend beaucoup de place. Je ne sais pas si vous avez vu des photos dans Columbus, mais c'est un gros joujou qui met énormément de temps à se déployer et énormément de temps pour faire l'expérience. Et donc, en général, les planificateurs de mission n'aiment pas trop qu'un astronaute, qu'on donne à un astronaute la mission de travailler sur MARES parce que ça lui prend énormément de temps et c'est du temps pris sur d'autres expériences qui sont certainement également intéressantes. Pierre? Oui, j'avais une question sur la gestion des urgences médicales. Qu'est-ce qui se passe si un astronaute tombe malade ou même s'il a une appendicite? Alors, il faut distinguer deux types de problèmes médicaux. Si c'est des petits bobos, il s'est égratigné, il a une petite entorse, enfin une entorse, ça m'étonnerait puisqu'il ne peut pas marcher, mais bon, vous voyez un peu l'idée. S'il a des petits bobos, il y a une trousse médicale, il y a des médicaments à bord. S'il a mal au ventre, mal à la tête, pour des petits bobos, d'une manière générale, il y a tout ce qu'il faut à bord. S'il y a des gros bobos, genre une appendicite, genre un problème cardiaque, genre, voilà, il peut y avoir mille problèmes, il n'y a pas photo. Direct, vaisseau Soyouz, on appuie sur le bouton départ et quelques heures plus tard, il est sur la steppe du Kazakhstan et évacuation immédiate aux services médicaux. Étienne?
Oui, donc j'avais une question. En fait, parce que les astronautes passent une bonne partie donc, de leur journée à faire des expériences sur la physiologie humaine, la biologie ou la physique. Bref, à faire de la science à ramener sur Terre. Mais un des rôles qui est mis en avant par les agences spatiales, c'est de préparer le voyage sur Mars. Donc je voulais savoir concrètement qu'est-ce que l'ISS apporte au voyage interplanétaire. Est-ce que les avancées sont plutôt de l'ordre de l'innovation technologique ou de la compréhension médicale? Là aussi, c'est une excellente question. Alors, il y a beaucoup d'éléments de réponse à cette question. Premier élément, vous avez probablement tous suivi la mission d'1 an, faite en 2015 jusqu'au début 2016 par un astronaute américain, Scott Kelly, et un cosmonaute russe. Pourquoi 1 an? Justement pour préparer les missions de longue durée type mission habitée vers Mars. Et on a établi, quand je dis on, c'est les différentes agences spatiales, le CNES en faisait partie, on a établi un programme de travail pour ces 2 astronautes qui ont fait 1 an à bord, justement en préparation des vols habités martiens. Et Cocorico, une des expériences que ces 2 astronautes ont fait pendant leur année à bord, ça a été une expérience française d'un chercheur strasbourgeois dans le domaine de la nutrition. L'expérience s'appelle Énergie. Justement, je rebondis aussi par rapport à la question de Lucie de tout à l'heure sur l'alimentation pour les missions de longue durée. On regarde en particulier les possibilités de manger moins en termes de volume, en termes de masse, mais qui donne autant de force, autant d'énergie, autant de calories qu'une alimentation classique. Bon. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, au-delà de cette mission d'1 an, de plus en plus, les astronautes à bord de la station, on les prépare à des expériences qui vont être utilisées, qui vont préparer l'homme sur la Lune et l'homme sur Mars. Par exemple, en ce qui concerne Thomas, le CNES a développé une expérience avec Biomérieux, une entreprise très connue dans le domaine pharmaceutique, de potabilité de l'eau potable. Vérifier, analyser si l'eau est potable. Vous imaginez bien que lorsqu'on va vers la Lune, lorsqu'on va vers Mars, on ne pourra pas envoyer depuis la Terre de l'eau potable, des tonnes et des tonnes d'eau potable. Il faudra bien qu'il y ait de l'eau à bord, qui soit recyclée, et que l'eau recyclée soit potable. Donc il faut ce genre d'analyse. Et donc c'est dans l'ISS qu'on va pouvoir tester ce genre de technologies qui, plus tard, seront utilisées dans des bases humaines sur la Lune ou autour de la Lune, et encore plus tard, vers Mars. Il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup d'expériences que nous faisons dans l'ISS pour préparer l'homme sur la Lune et l'homme sur Mars. Mais bon, on a un temps limité, donc je vais m'en tenir à ça. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que de plus en plus, les différentes agences, et en particulier le CNES, ont choisi nos expériences, en particulier les expériences technologiques, en fonction de comment elles préparent les vols habités de longue durée. D'accord. On va y revenir au vol de longue durée, au vol vers la Lune et vers Mars. Une toute petite question encore tournée vers la Terre avant d'y passer, Audrey. Oui, donc en attendant en fait que les astronautes soient totalement autonomes sur une autre planète, il y a beaucoup de gens au sol qui aident les astronautes jour par jour en fait à s'organiser, à faire leur planning. Et je voulais savoir quelle était la part de contact. Est-ce que les astronautes sont toujours en permanence avec le sol, avec la Terre? Est-ce qu'on les guide en permanence dans leur expérience? Parce qu'il y a pas mal de caméras aussi qui sont installées partout dans l'ISS. Donc est-ce qu'ils sont regardés en permanence et guidés? Alors la réponse est oui. Oui, les astronautes sont épaulés, suivis, coachés, choisissez le verbe que vous voulez, en permanence depuis essentiellement Houston. Vous connaissez la fameuse expression « Houston, we have a problem ». Donc, d'abord et avant tout, il y a Houston qui, en permanence, 24 heures sur 24, fait le suivi des astronautes. En Europe, nous avons le centre de contrôle de Columbus en Allemagne, qui fait le suivi de Columbus d'une part, des astronautes européens lorsqu'il y en a à bord d'autre part, et puis bien sûr, encore une fois, Cocorico, n'oublions pas le CNES et le CADMOS à Toulouse, qui ne fait pas un suivi permanent
des astronautes, mais un suivi quand même assez régulier, et en particulier, bien sûr, de Thomas, et notamment quand Thomas fait les expériences du CNES les ans. Donc, en résumé, oui, il y a un suivi très fort depuis le sol, d'abord de Houston, mais aussi de l'Allemagne, mais aussi de Toulouse et le CADMOS. Alors, on va passer au voyage un petit peu plus lointain, justement. Pierre? Oui, j'avais une question sur ce fameux village lunaire dont on a beaucoup entendu parler. L'ESA a pas mal communiqué il y a quelques mois dessus. Oui. Justement, où est-ce qu'on en est sur ce projet de village lunaire? Alors, on a posé plusieurs fois la question à Jan Werner, le directeur général de l'ESA, puisque je rappelle que la notion de village lunaire, c'est lui qui l'a mise en avant lorsqu'il est devenu directeur général de l'ESA il y a un peu plus d'1 an. Et quand on lui a posé la question, il a répondu « c'est une vision ». Et le terme est intéressant. Une vision, c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose de fantasque et, pour parler très clairement entre nous, qu'on met à la poubelle. Une vision, c'est une perspective long terme sur laquelle on s'appuie pour proposer et développer des activités très concrètes. Et donc, la vision long terme, c'est quoi? C'est un village à la surface de la Lune qui mélange des êtres humains et des robots, donc des habitations, des équipements qui soutiennent la vie humaine sur le sol lunaire, mais également des petits rovers qui se baladent à la surface de la Lune, des équipements scientifiques automatisés, etc. etc. Donc c'est un petit peu la combinaison de tout ça. Et ça, c'est, je répète, une vision à long terme. On ne s'arrête pas évidemment à la vision à long terme, on essaie de construire quelque chose à partir de là. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de construire? Je vais me focaliser sur l'Europe parce qu'il y a plein d'activités dans le monde qui peuvent se connecter à cette notion de village lunaire. Côté ESA, on est en train de mettre sur pied 2 grandes activités liées à la Lune. La première, c'est une série de missions au sol de la Lune, robotiques, en partenariat avec les Russes. La semaine dernière, il y a eu une conférence ministérielle européenne des ministres de l'espace qui ont débloqué toute une série de financements, en particulier pour réaliser ces atterrisseurs, ces landers à la surface de la Lune en coopération Europe-Russie. Je précise que la France ne fait pas partie de ces projets pour différentes raisons. Bon, pour faire simple, on met notre argent préférentiellement sur les activités martiennes, robotiques martiennes, que robotiques lunaires. Donc ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément, et sur lequel, là, pour le coup, la France est fortement partie prenante, c'est une nouvelle station spatiale en orbite, non pas autour de la Terre, comme l'ISS, mais autour de la Lune, qui est actuellement en train d'être conçue par les partenaires internationaux, les États-Unis, l'Europe, le Japon et beaucoup d'autres. Elle a pour l'instant cette station en gestation, un nom un peu barbare qui s'appelle le Deep Space Habitat, l'habitat en espace lointain. Ce sera une station autour de la Lune, dans ce qu'on appelle l'espace cislunaire, et où l'Europe devrait normalement fournir un module d'habitation, peut-être des modules de fret, tout ça est en train d'être étudié, et la France va jouer un rôle important dans la construction et dans les opérations de cette station autour de la Lune. Donc voilà, une réponse un peu longue à la question sur le village lunaire. En résumé, village lunaire, c'est un concept, c'est une vision, mais très concrètement, en Europe, dans les 10-15 prochaines années, il y aura sur le sol de la Lune des petits robots et il y aura autour de la Lune des astronautes, peut-être Thomas, dans cette fameuse station spatiale internationale cislunaire. Lucie. Alors nous avions la question sur la sélection des futurs astronautes pour savoir si elle va changer puisque ce sera des missions donc, dans plusieurs dizaines d'années qui seront sur des surfaces planétaires. Donc est-ce qu'il faudra plus de polyvalence ou, voilà. Alors effectivement, très bonne question. Il ne vous a pas échappé que se balader sur la Lune, ce n'est pas du tout la même chose que d'être en apesanteur. Donc évidemment, on va
lorsqu'on va recruter des astronautes pour aller sur la Lune et un peu plus tard pour aller sur Mars, on fera appel à des critères additionnels. Je rappelle par exemple qu'à la surface de la Lune, il y a deux grands problèmes. Le premier problème, le plus important, c'est les radiations. Je vais y revenir. Et le deuxième problème, c'est la poussière. Le problème qu'on retrouve à la surface de Mars. Les vents de poussière, la poussière qui s'infiltre un peu partout. On l'a vu par exemple, je reviens au film Gravity où on voit des tempêtes de poussière voilà, qui détruisent tout. Je voudrais m'appesantir quelques instants sur l'histoire de la radiation. C'est vraiment un challenge que les astronautes actuels n'ont pas. L'ISS, comme vous le savez, se trouve à 400 km d'altitude. 400 km, c'est rien. C'est la banlieue de la Terre, c'est la distance entre Paris et l'Alsace. N'est-ce pas, Séverine? Et les 400 km, c'est à l'intérieur de ce qu'on appelle, ce que vous connaissez certainement, les ceintures de Van Allen, c'est-à-dire les ceintures, la magnétosphère terrestre qui nous protège contre les radiations néfastes qui viennent de l'espace lointain. Quand vous allez vers la Lune, et a fortiori quand vous êtes sur le sol lunaire, vous n'avez plus, vous êtes au-delà de ces ceintures. Vous êtes bombardé non-stop par les radiations. Je rappelle que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a vraiment rien qui filtre les radiations. Et donc, certainement, un des critères de sélection et d'entraînement des futurs astronautes pour la Lune, ça va être leur résistance à l'environnement radiatif. Étienne. Oui, est-ce que l'ISS est un terrain d'entraînement direct pour le premier pas sur Mars ou est-ce qu'on devra d'abord impérativement renvoyer des astronautes sur la Lune? Excellente question sur laquelle les différentes agences butent depuis des décennies. Je ne vous apprendrai rien qu'il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école Mars Direct, popularisée en particulier par une association dirigé par Bob Zubrin, un brillant ingénieur américain, et qui se décline en France par l'association Planète Mars. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. Donc ce sont des gens, et avec de nombreux relais dans différentes agences spatiales, ce sont des gens qui disent « ne nous enquiquinons pas à faire un détour par la Lune qui va nous planter financièrement, qui va nous ralentir, qui ne va pas apporter grand-chose d'un point de vue scientifique et technologique. Allons directement vers Mars. Relevons le gant, relevons le défi d'aller directement vers Mars. » C'est par exemple l'approche qu'Elon Musk met en avant. Vous avez probablement entendu parler de sa grande annonce au mois d'octobre à Guadalajara au Mexique, où il a dit « Je suis prêt à envoyer des hommes sur Mars dans une dizaine d'années. » Direct. Bon. Ça, c'est une approche, une école de pensée. L'autre école de pensée qui est largement majoritaire dans les agences, et en particulier en Europe, c'est de dire non. C'est beaucoup trop risqué de faire une approche Mars Direct. Il vaut mieux aller pas à pas. L'étape 1, c'est l'ISS. On a parlé tout à l'heure du fait que certaines des expériences dans l'ISS préparent pour les vols habités de longue durée. L'étape 2, c'est la Lune. Et la Lune, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, avec ces deux composantes, la composante au sol, bien sûr, mais aussi la composante en orbite, la fameuse station cislunaire. Et clairement, c'est cette option qui est préférée par les différentes agences spatiales. Il y a une dizaine d'années, a été créé un groupe international de coordination de l'exploration habitée. Ça s'appelle ISEC, I-S-E-C-G. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ce groupe, International Space Exploration Coordination Group. Le CNES fait partie de l'ISEC. Ce groupe établit tous les 3-4 ans une feuille de route internationale d'exploration, avec comme but ultime l'homme sur Mars. Et je répète, le but ultime. Et en fait, toute cette feuille de route, si vous la lisez, vous pouvez la télécharger gratuitement sur Internet. Cette feuille de route, elle vous dit bien, elle vous explique bien qu'avant d'envoyer en toute sécurité l'homme sur Mars un beau jour, eh bien, il faut tester 36 choses sur l'ISS, 36 autres choses à la surface de la Lune, 36 autres choses dans une station spatiale autour de la Lune, etc. C'est, si vous voulez, une approche incrémentale
Et petit à petit, étape par étape, on va réduire les risques d'envoyer des personnes en toute sécurité vers Mars. Je terminerai la réponse en revenant sur Elon Musk et l'annonce qu'il a faite il y a quelques semaines. Il y a une phrase, je ne sais pas si elle a été suffisamment diffusée ou suffisamment popularisée, une phrase qu'il a dite lors de son intervention. Il a dit, donc voici le vaisseau que je propose pour envoyer une centaine de personnes vers Mars. Ça, très bien, brillant concept d'ingénierie. Et puis il a ajouté la phrase suivante, il a dit « Mais je ne garantis pas la survie de l'équipage ». Et donc, si c'est pour envoyer des astronautes au casse-pipe, non merci. Aucune agence sérieuse ne dépensera des millions, des milliards d'euros, de dollars pour envoyer les astronautes les astronautes mourir tout simplement. Audrey? Merci. Et donc, vous, François Spiro, vous êtes plutôt équipe Lune ou équipe Mars? Je suis équipe Lune plus Mars, mais chaque chose en son temps. Allons-y pas à pas. J'ai une approche, comme la plupart de mes collègues, incrémentale. Faisons des choses sur la Lune et ensuite on verra pour Mars. Ce qui n'empêche pas d'essayer d'aller vite sur les affaires martiennes. Pierre? Oui, quels sont les résultats des différentes expériences qui ont travaillé sur l'évolution psychologique d'un équipage seul pendant de très longues périodes, comme par exemple Mars 500? Donc, quels sont les résultats de ces expériences et comment est-ce qu'ils dimensionnent les futurs voyages sur Mars, par exemple? Alors, je connais bien Romain Charles, qui était le Français enfermé dans Mars 500. Donc pendant 520 jours, c'est pas 500 jours, 520 jours. Je connais bien Romain, je lui ai souvent posé cette question. Et puis, par ailleurs, on a aussi des résultats scientifiques. Et tout concorde sur le fait que ça a bien marché, l'expérience Mars 500, que les 6 personnes enfermées se sont bien entendues du premier au dernier jour. Alors, il y a eu bien entendu des petits couacs de temps en temps, mais globalement, ça s'est bien passé. Et les expériences, notamment par des chercheurs dans le domaine de la psycho ou du confinement, les résultats de ces recherches vont dans le même sens, en disant oui, on peut affirmer que enfermer 6 personnes pendant 500 jours, eh bien, ça peut marcher. Donc, en résumé, ce sont des résultats assez positifs. Alors, ceci étant, on n'est pas au bout de nos peines. Ce n'était qu'une fois, ce Mars 500. Et là, on est en train de mettre sur pied, avec nos partenaires russes et nos partenaires chinois, d'autres expériences de confinement où on va regarder d'autres paramètres psychologiques et aussi sur d'autres sujets comme, par exemple, les affaires médicales. On s'achemine doucement vers la fin de cette rencontre. Je vous propose qu'on laisse le dernier mot, la conclusion à Audrey, la question de conclusion. La question de conclusion. Oui, donc moi on se demandait donc après la Lune, après Mars, qu'on va forcément arriver à y poser les pieds un jour. Vers où est-ce qu'on pourrait aller, à votre avis? Après Mars? Après Mars. Bonne question à nouveau. Il y a deux candidats sérieux, je pense. Le premier, c'est la Lune Europe de Jupiter, dont on a démontré récemment qu'elle contenait de l'eau liquide, pas à la surface, il fait trop froid, mais pas très loin sous la surface. Et qui dit eau liquide dit peut-être la vie, mais même s'il n'y a pas de vie, ça dit qu'il y aura il y aura certainement les ingrédients pour assister une base humaine à la surface de cette lune de Jupiter. Donc ça, c'est un candidat. Et puis l'autre candidat, je pense, c'est Titan, la grosse lune de Saturne, qui a une atmosphère un peu plus dense que la Terre, alors dans les deux, qui n'est évidemment pas respirable, mais qui, comme Europe et comme Mars, a différents ingrédients qui pourraient permettre à l'être humain d'y rester un certain temps. Donc, en résumé, étape 1, l'ISS, étape 2, la Lune, avec toutes ses composantes, étape 3, Mars, et puis ensuite, peut-être, Europe et Titan.
Merci François, merci à tous, que des excellentes questions donc, ce soir, que des très très bons participants. C'est la fin de ce dernier CNES Talks donc, consacré au vol habité. Nous vous invitons à suivre la mission Proxima sur notre site proxima.cnes.fr au fil des semaines qui arrivent. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine, en 2017, pour de nouvelles rencontres. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à Guillaume et Mathilde d'avoir recueilli les questions des internautes sur Twitter. Merci à Guillaume qui participait à son dernier CNES Talks, en tout cas en tant que community manager, puisque c'est désormais Mathilde qui va travailler, qui va être votre interlocutrice au CNES. Voilà, merci à tous les internautes qui nous ont suivis en ligne et qui ont interagi. Et en attendant de se revoir en direct, vous pourrez revoir l'intégralité de cette rencontre sur notre chaîne YouTube. Voilà, on se retrouve donc très vite en ligne et surtout, restez connectés. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.